Salut tout le monde. Cette année, je fais une série de débats publics sur l'avenir d'Internet et de la société et sur certains des grands enjeux qui y sont liés. Et aujourd'hui, je suis ici avec Yuval Noah Harari, un, un grand historien et un auteur à succès d'un certain nombre de livres. Son premier livre, Sapiens, une brève histoire de l'humanité, est une sorte de chronique et analyse allant des premiers jours de la société, des chasseurs-cueilleurs, à maintenant, sur comment notre civilisation est organisée. Et vos deux prochains livres, L'Homo Deus, une brève histoire de demain et de 21 leçons pour le 21e siècle, abordent en fait des questions importantes de technologie et d'avenir. Et c'est en grande partie ce dont nous allons parler aujourd'hui. La plupart des historiens n'abordent et n'analysent que le passé, mais une grande partie du travail que vous avez fait propose des idées vraiment intéressantes et a soulevé des questions importantes pour le futur. Je suis donc très heureux d'avoir l'occasion de m'entretenir avec vous aujourd'hui. Alors, Yuval, merci de vous joindre à cette conversation. Oui, je suis content d'être ici. Je pense que si les historiens et les philosophes ne peuvent pas aborder les questions actuelles de la technologie et de l'avenir de l'humanité, alors nous ne faisons pas notre travail. Nous ne sommes pas simplement censés relater des événements il y a des siècles. Tous les gens qui ont vécu dans le passé sont morts, ils s'en fichent. La question est, qu'adviendra-t-il de nous et des gens à l'avenir? Ouais, d'accord. Donc de toutes les questions que vous avez soulevées, où devrions-nous commencer? L'un des grands sujets dont nous avons parlé concerne ce dualisme autour de savoir si, avec toutes les avancées technologiques qui ont été faites, les gens se rassemblent-ils et devenons-nous plus unifiés? Ou, ou bien, ou bien, vous savez, est-ce que notre monde devient plus fragmenté? Et donc, je suis curieux de commencer par savoir ce que vous pouvez penser de ça. C'est probablement un domaine important. Nous pourrions probablement consacrer la majeure partie de notre temps à ce sujet. Oui, si vous regardez la longue durée de l'histoire, alors il est évident que l'humanité devient de plus en plus connectée. S'il y a des milliers d'années, la planète Terre était en fait une galaxie de beaucoup de mondes isolés avec presque aucun lien entre eux, alors progressivement, les gens se sont réunis et sont devenus de plus en plus connectés jusqu'à ce que nous arrivions aujourd'hui où le monde entier, pour la première fois, est une seule unité historique, économique et culturelle. Mais connectivité ne signifie pas nécessairement harmonie. Les personnes que nous combattons le plus souvent sont les membres de notre propre famille, nos voisins et nos amis. Donc c'est vraiment une question de parlons-nous de connecter les gens ou parlons-nous d'harmoniser les gens? Connecter les gens peut conduire à beaucoup de conflits. Et quand vous regardez le monde aujourd'hui, vous voyez cette dualité. Euh, Par exemple, dans la montée des murs, dont nous avons parlé plus tôt lors de notre rencontre. Ce qui, pour moi, est quelque chose dont je ne peux tout simplement pas comprendre ce qui se passe, parce que vous avez toutes ces nouvelles technologies de connexion et Internet, les réalités virtuelles et les réseaux sociaux. Et puis l'un des principaux problèmes politiques est la construction de murs. Et pas seulement des cybermurs ou des pare-feux, la construction de murs en pierre. C'est comme si la plus moyenâgeuse des technologies devenait soudainement la technologie la plus avancée. Alors, comment donner un sens à ce monde qui est plus connecté que jamais, mais qui, en même temps, construit plus de murs que jamais? Ouais, eh bien, je pense qu'une des questions intéressantes est de savoir s'il y a vraiment un tel conflit entre ces idées de gens qui deviennent plus connectés et cette fragmentation dont vous parlez. Une des choses, il me semble, c'est que nous, au XXIe siècle, afin d'aborder les plus grandes opportunités et défis que l'humanité a, ok, donc je pense que ce sont tous deux des opportunités. Répandre la prospérité, répandre la paix, le progrès scientifique, ainsi que certains des grands défis. Ok, lutter contre le réchauffement climatique, s'assurer que d'un autre côté, les maladies ne se propagent pas et qu'il n'y ait pas d'épidémie et des choses comme ça. Nous devrions vraiment pouvoir nous unir et rendre le monde plus connecté. Mais en même temps, cela ne fonctionne que si nous, en tant qu'individus, répondons à nos besoins économiques, sociaux, spirituels. Et donc, une façon d'y penser est en termes de fragmentation. Mais une autre façon d'y penser est en termes de
de personnalisation, n'est-ce pas? Et je pense que, juste à quand je grandissais, l'une des grandes choses qu'Internet permet, selon moi, c'est de permettre aux gens de se connecter avec des groupes de personnes qui partagent leurs vraies valeurs et intérêts. Et ça n'a pas toujours été comme ça, n'est-ce pas? Avant Internet, vous étiez vraiment lié à votre emplacement physique. Et je pense juste à la façon dont j'ai grandi. J'ai grandi dans une ville d'environ 10 000 habitants et il n'y avait qu'un nombre limité de clubs ou d'activités différentes que vous pouviez faire. Alors j'ai grandi comme beaucoup d'autres enfants, en jouant dans un club de baseball. Et j'y pense rétrospectivement et c'est comme si je n'avais jamais vraiment aimé le baseball. Je ne suis pas vraiment un athlète, alors pourquoi ai-je joué au baseball alors que ma vraie passion était la programmation d'ordinateur? Et la réalité était que, en grandissant, il n'y avait vraiment personne d'autre dans ma ville qui s'intéressait à la programmation informatique, donc je n'avais pas de groupe de pairs ou de club où je pouvais faire ça. Ce n'est que lorsque je suis allé à l'internat, puis plus tard à l'université, que j'ai pu rencontrer des gens qui étaient dans les mêmes choses que moi. Et maintenant, avec Internet, ça commence à changer, n'est-ce pas? Et maintenant, vous avez la possibilité non seulement d'être attaché à votre emplacement physique, mais de trouver des personnes qui ont plus d'intérêts, de niches et différents types de sous-cultures et de communautés sur Internet, ce qui, je pense, est une chose vraiment puissante. Mais cela signifie également que si je grandissais aujourd'hui, je n'irais probablement pas jouer dans un club de baseball. Et vous pouvez penser à moi jouant en club en tant que c'était peut-être quelque chose d'unificateur. Il n'y avait pas tant de choses dans ma ville, donc c'était quelque chose qui a rassemblé les gens. Alors que peut-être que si je créais ou si je faisais partie d'une communauté en ligne, cela aurait été peut-être plus significatif pour moi. Apprendre à connaître de vraies personnes, mais autour de la programmation, qui est mon véritable intérêt. Vous auriez dit que notre communauté, en grandissant, aurait été plus fragmentée, n'est-ce pas? Et les gens n'auraient pas eu le même sens de la communauté physique. Donc, quand je pense à ces problèmes, l'une des questions que je me pose, c'est que peut-être la fragmentation, la personnalisation ou la recherche de ce qui vous intéresse réellement sont les deux faces d'une même pièce. Mais le plus grand défi qui m'inquiète est de savoir si il y a un certain nombre de personnes qui sont juste laissées pour compte dans la transition, qui étaient des gens qui auraient joué au baseball, à Little League, mais n'ont pas vraiment trouvé leur nouvelle communauté et se sentent maintenant simplement disloqués. Et peut-être que leur orientation principale dans le monde est toujours la communauté physique dans laquelle ils se trouvent, vous savez, où, où ils n'ont pas vraiment été en mesure de trouver une communauté de personnes qui les intéressent. Et, et à mesure que le monde progresse, vous voyez, je pense que beaucoup de gens se sentent perdus de cette façon. Et cela contribue probablement à certains de ces ressentis. Ce serait mon hypothèse, du moins. Je veux dire, c'est la version sociale du problème, hein. Il y a aussi la version économique autour de la mondialisation, qui, je pense, est tout aussi importante. Mais je suis curieux de savoir ce que vous en pensez. À propos de la question sociale, contrairement aux communautés en ligne, cela peut être une chose merveilleuse, mais elles sont encore incapables de remplacer les communautés physiques, parce qu'il y a encore tellement de choses, tellement de choses que vous ne pouvez faire qu'avec votre corps et avec vos amis physiques. Et vous pouvez voyager avec votre esprit à travers le monde, mais pas avec votre corps. Et il y a d'énormes interrogations sur les avantages et inconvénients ici. Il y a cette possibilité qu'ont les gens à simplement échapper à des choses qu'ils n'aiment pas dans les communautés en ligne, que vous ne pouvez pas faire dans de vraies communautés hors ligne. Ce que je veux dire, c'est que vous pouvez supprimer vos amis Facebook, mais vous ne pouvez pas supprimer vos voisins. Ils sont toujours là. Je veux dire, vous pouvez déménager dans un autre pays si vous en avez les moyens, mais la plupart des gens ne le peuvent pas. Donc, une partie de la logique des communautés traditionnelles était qu'il fallait apprendre à s'entendre avec des gens qu'on n'aime pas, nécessairement, ou peut-être. Et vous devez développer des mécanismes sociaux pour y parvenir. Et avec les communautés en ligne, et, et ils ont fait des choses vraiment merveilleuses pour les gens, mais ils ne nous donnent pas non plus l'expérience de faire ces choses difficiles mais importantes. Oui, oui. Et je ne veux certainement pas dire que les communautés en ligne peuvent remplacer tout ce qu'une communauté physique peut faire. Les communautés en ligne les plus significatives que nous voyons sont celles qui s'étendent en ligne et hors ligne, qui rassemblent les gens.
Peut-être que l'organisation d'origine se déroule en ligne, mais les gens se réunissent physiquement parce que c'est finalement très important pour les relations, parce que nous sommes des êtres physiques, n'est-ce pas? Donc, que ce soit, vous savez, il y a beaucoup d'exemples pour savoir si c'est une communauté d'intérêt, où les gens se soucient de courir, ou s'ils se soucient aussi de nettoyer l'environnement. Donc, un groupe de personnes s'organise en ligne et puis ensuite, chaque semaine, ils vont aller courir le long d'une plage ou en ville nettoyer les ordures. C'est quelque chose de physique. Nous entendons parler de communautés où, vous savez, les gens, si vous êtes dans une profession, peut-être l'armée ou peut-être quelque chose d'autre où vous devez beaucoup vous déplacer, les gens forment ces communautés de familles, de militaires ou de familles, vous savez, de groupes qui se déplacent. Et la première chose qu'ils font quand ils vont dans une nouvelle ville, c'est qu'ils trouvent cette communauté. Et c'est ainsi qu'ils s'intègrent dans la communauté physique locale. Donc, c'est évidemment une part super importante que je ne veux pas sous-estimer. Oui, et puis la question pratique pour un fournisseur de services comme Facebook, c'est quel est l'objectif? Je veux dire, essayons-nous de connecter les gens afin qu'ils finissent par quitter les écrans et aller jouer au football ou ramasser des ordures? Ou essayons-nous de les garder le plus longtemps possible sur les écrans? Il y a là un conflit d'intérêts. Un modèle serait, nous voulons que les gens restent le moins possible. En ligne, nous avons juste besoin qu'ils y restent le moins de temps nécessaire pour établir la connexion et qu'ils iront ensuite faire quelque chose dans le monde extérieur. Et c'est une des questions principales que je me pose sur ce qu'Internet fait aux gens, qu'il s'agisse de les relier ou de fragmenter la société. Oui, et je pense que votre argument est juste. Je veux dire, nous avons fait ce grand changement dans nos systèmes pour nous assurer qu'ils sont optimisés pour des interactions sociales significatives. Ce qui, bien sûr, les interactions les plus significatives que vous puissiez avoir sont des interactions physiques hors ligne. Et il y a toujours cette question lorsque vous créez un service de savoir comment vous mesurez les différentes choses que vous essayez d'optimiser. Donc, vous savez, il est beaucoup plus facile pour nous de mesurer si les gens interagissent ou envoient des messages en ligne que si vous avez une véritable connexion physique. Mais il existe des moyens d'y parvenir. Vous pouvez poser des questions aux gens sur les choses les plus significatives qu'ils ont faites. Vous ne pouvez pas demander aux 2 milliards de personnes, mais vous pouvez en avoir un sous-échantillon statistique. Faire venir des gens et leur demander, OK, quelles sont les choses les plus significatives que j'ai pu faire aujourd'hui? Et combien d'entre eux ont été activés par ma connexion avec des personnes en ligne? Ou dans quelle mesure je me connecte physiquement à quelqu'un? Peut-être un dîner à table avec du contenu, ou quelque chose que j'ai appris en ligne ou vu. Donc, c'est certainement une partie importante de tout ça. Mais je pense que l'une des questions importantes et intéressantes concerne la richesse du monde qui peut être construit là où vous avez, à un certain niveau, une unification ou cette connexion mondiale où il y a un cadre commun où les gens peuvent se connecter. C'est peut-être en utilisant des services Internet courants ou peut-être s'agit-il simplement de normes sociales courantes lorsque vous voyagez. Vous voyez, l'une des choses que vous m'avez signalé lors d'une conversation précédente, c'est que maintenant, il y a quelque chose de différent comparé à toutes les autres époques de l'histoire. C'est que vous pouvez voyager dans presque n'importe quel pays et ressembler à vous. Vous habillez comme si vous étiez approprié et que vous y étiez adapté. Il y a 200 ou 300 ans, cela n'aurait tout simplement pas été le cas. Si vous alliez dans un autre pays, vous vous seriez immédiatement démarqué. Il y a cette norme, il y a ce niveau de norme culturelle qui est uni. Mais alors la question est, qu'est-ce qu'on construit à partir de ça? Et je pense que l'une des choses qu'un ensemble plus large de normes culturelles ou de valeurs et de cartes partagées permet, c'est un ensemble plus riche de sous-cultures et de sous-communautés, et des gens qui vont réellement trouver les choses qui les intéressent. Dans de nombreuses communautés différentes, cela n'aurait pas existé auparavant. Pour en revenir à mon histoire d'avant, ce n'était pas seulement ma ville qui avait une ligue de baseball. Vous savez, je pense, quand je grandissais, pratiquement toutes les villes avaient des choses très similaires. Il y a un club dans chaque ville. Vous savez, peut-être qu'au lieu que chaque ville ait une ligue de baseball, il devrait y avoir... la ligue de baseball devrait être une option, mais si vous voulez faire quelque chose qui intéresse peu de gens, dans mon cas, la programmation, dans le cas d'autres personnes, peut-être, vous savez, ils ont un intérêt pour une partie de l'histoire ou une partie de l'art. Il n'y a peut-être pas une autre personne dans votre ville de 10 000 habitants qui partage cet intérêt.
Et je pense que c'est bien si vous pouvez former ce genre de communauté. Et maintenant, les gens peuvent trouver des contacts et peuvent trouver un groupe de personnes qui partagent leurs centres d'intérêt. Je pense qu'il y a une question, cependant, si vous pouvez considérer cela comme une fragmentation, c'est vrai parce que maintenant, nous ne faisons pas tous la même chose. Nous n'allons pas tous à l'église et jouer au baseball et faire exactement les mêmes choses. Ou vous pouvez considérer cela comme une richesse et une profondeur dans nos vies sociales. Je pense vraiment que c'est une question intéressante. Voulons-nous une homogénéité à travers le monde et de la connexion, ou voulons-nous réellement que cette communauté permette une richesse plus profonde, même si ça signifie que les gens fassent des choses différentes? Je veux dire, je suis curieux de savoir si vous avez une opinion là-dessus, si c'est positif ou si cela crée un manque de cohésion sociale. Oui, presque personne ne contesterait les avantages d'un environnement social plus riche, dans lequel les gens ont plus d'options pour se connecter autour de toutes sortes de choses. La question clé est de savoir comment créer encore suffisamment de cohésion sociale au niveau d'un pays et de plus en plus aussi au niveau du monde entier pour s'attaquer à nos principaux problèmes. Je veux dire, nous avons besoin d'une coopération mondiale comme jamais auparavant parce que nous sommes confrontés à des problèmes mondiaux sans précédent. Nous venons d'avoir le jour de la Terre et cela devrait être évident pour tout le monde. Nous ne pouvons pas traiter les problèmes de l'environnement, du changement climatique, sauf par le biais de la coopération mondiale. De même, si vous pensez aux perturbations potentielles causées par les nouvelles technologies telles que l'intelligence artificielle, nous devons trouver un mécanisme de coopération mondiale autour de questions telles que la manière d'empêcher une course aux armements en matière d'IA. Comment empêcher différents pays de se précipiter pour construire des systèmes d'armes autonomes et des robots tueurs et de militariser Internet, militariser les réseaux sociaux? À moins d'avoir une coopération mondiale, nous ne pouvons pas arrêter ça. Parce que chaque pays dira, eh bien, nous ne voulons pas produire de robots tueurs, c'est une mauvaise idée. Mais nous ne pouvons pas laisser nos rivaux le faire avant nous, donc nous devons le faire d'abord. Et puis, c'est la fuite en avant. De même, si vous pensez à la perturbation potentielle du marché du travail et de l'économie causée par l'IA et l'automatisation, donc il est tout à fait évident qu'il y aura des emplois à l'avenir. Mais seront-ils équitablement répartis entre les différentes parties du monde? L'un des résultats potentiels de la révolution de l'IA pourrait être la concentration d'immenses richesses dans certaines parties du monde et la faillite complète d'autres parties. Il y aura beaucoup de nouveaux emplois pour les ingénieurs logiciels en Californie, mais il n'y aura peut-être pas d'emplois pour les travailleurs du textile et les chauffeurs de camions au Honduras et au Mexique. Alors que vont-ils faire? Si nous ne trouvons pas de solution au niveau mondial, comme créer un filet de sécurité mondial pour protéger les humains contre les chocs de l'IA et leur permettre d'utiliser les opportunités de l'IA, alors nous créerons la situation économique la plus inégale qui n'ait jamais existé. Ce serait même bien pire, même comparé à ce qui s'est passé lors de la révolution industrielle lorsque certains pays se sont industrialisés. La plupart des pays ne l'ont pas fait, et quelques puissances industrielles ont conquis, dominé et exploité tous les autres. Alors, comment créer suffisamment de coopération mondiale pour que les énormes avantages de l'IA et de l'automatisation ne profitent pas uniquement, par exemple, à la Californie et à l'est de la Chine, tandis que le reste du monde est laissé loin derrière? Oui, je pense que c'est important. Donc, je décomposerai ça en deux séries de problèmes. Premièrement, autour de l'IA et des futurs enjeux économiques et géopolitiques qui l'entourent. Et laissons ça de côté une seconde, car je pense en fait que nous devrions y consacrer une quinzaine de minutes, parce que je veux dire, c'est un grand ensemble de choses. Mais l'autre question est de savoir comment créer la coopération mondiale nécessaire pour tirer parti des grandes opportunités qui s'offrent à nous et pour relever les grands défis, n'est-ce pas? Je ne pense pas qu'il s'agisse simplement de combattre des crises comme le changement climatique. Je pense qu'il y a des opportunités énormes. Tout à fait, oui. Propagation de la prospérité, diffusion de plus de droits de l'homme et de liberté. Ce sont des choses qui viennent aussi avec le commerce et les relations. Donc, j'imagine que c'est ce qu'on veut pour les bons côtés, mais je suppose que mon diagnostic à ce stade, et je suis curieux d'entendre votre point de vue là-dessus,
Je pense en fait que nous avons passé une grande partie des 20 dernières années avec Internet, peut-être même plus longtemps, à travailler sur le commerce mondial, le flux mondial d'informations, en faisant en sorte que les gens puissent se connecter. Je pense en fait que le plus grand défi à ce stade est de faire en sorte que, plus que ce cadre mondial que nous avons, de faire en sorte que les choses fonctionnent pour les gens localement, n'est-ce pas? Parce que je pense qu'il y a ce dualisme ici, où vous avez besoin des deux, non? Si vous recourez simplement à une sorte de tribalisme local, vous manquez l'opportunité de travailler sur les problèmes mondiaux vraiment importants. Mais si vous avez un cadre mondial, mais que les gens ont l'impression que cela ne fonctionne pas pour eux chez eux, ou que certaines personnes ont l'impression que cela ne fonctionne pas, alors ils ne soutiendront pas politiquement la collaboration mondiale qui doit avoir lieu. Je pense qu'il y a la version sociale de ça, dont nous avons parlé un peu plus tôt, où les gens sont maintenant capables de trouver des communautés qui correspondent davantage à leurs intérêts, mais certaines personnes n'ont pas encore trouvé ces communautés et sont laissées pour compte. Parmi les communautés physiques ont reculé et certaines de ces communautés sont aussi assez désagréables, ne l'oublions pas. Oui, oui, ok. Oui, donc je pense qu'il devrait être oui. Cependant, je dirais que les personnes qui rejoignent des communautés extrêmes sont en grande partie le résultat de ne pas avoir de communautés plus saines et de ne pas avoir de progrès économique sain pour les individus. Je pense que la plupart des gens, quand ils se sentent bien dans leur vie, ne recherchent pas les communautés extrêmes. Donc, il y a beaucoup de travail, je pense, que nous devons faire en tant que fournisseurs de plateformes Internet pour restreindre davantage. Mais je pense qu'en fait, que créer la prospérité est probablement l'un des meilleurs moyens au niveau macro d'y parvenir. Mais je suppose que euh, peut-être qu'il faut s'arrêter là un peu. Les gens qui se sentent bien dans leur peau ont fait certaines des choses les plus terribles de l'histoire de l'humanité. Je veux dire, nous ne devrions pas confondre les gens qui se sentent bien dans leur peau et dans leur vie avec des gens bienveillants et gentils et ainsi de suite. Et aussi, ils ne diraient pas que leurs idées sont extrêmes. Et nous avons tellement d'exemples à travers l'histoire humaine, de l'Empire romain à la traite des esclaves à l'époque moderne et au colonialisme, que les gens, qu'ils avaient une très bonne vie et qu'ils avaient une très bonne vie de famille et une vie sociale, c'était des gens très sympas. Je veux dire, je suppose que la plupart des électeurs nazis étaient aussi des gens sympas. Si vous les rencontriez autour d'une tasse de café et que vous parliez de vos enfants, ce sont des gens sympas. Ils ont une bonne opinion d'eux-mêmes et certains d'entre eux peuvent avoir une vie très heureuse. Et même ces idées que nous regardons en arrière en nous disant c'était terrible, c'était extrême, eux ne le pensaient pas. Encore une fois, si vous ne pensez qu'au colonialisme, mais la Seconde Guerre mondiale, qui a traversé une période d'intenses perturbations économiques et sociales après la révolution industrielle, mais oui, mais laissons de côté l'exemple extrême. Pensons juste au colonialisme européen, au XIXe siècle. Prenons, disons, les gens en Grande-Bretagne, à la fin du XIXe siècle. Ils avaient la meilleure vie du monde à l'époque. Ils n'ont pas souffert d'une crise économique, ou d'une désintégration de la société, ou de quoi que ce soit de ce genre. Et ils pensaient qu'en parcourant le monde, et en conquérant, en changeant les sociétés en Inde, en Afrique, en Australie, qu'ils apportaient beaucoup de bien au monde. Et je dis ça juste pour qu'on fasse plus attention à ne pas confondre les bons sentiments que les gens ont au sujet de leur vie. Et ce n'est pas juste que les misérables qui souffrent de la pauvreté et de la crise économique. Et, eh bien, je pense qu'il y a une différence entre l'exemple que vous utilisez d'une société riche qui va aller coloniser ou faire d'autres choses qui auraient d'autres effets négatifs. Euh, il n'était pas la marge de cette société. Ce que je veux dire, c'est, je suppose que ce à quoi je réagissais concernait plus votre remarque sur les gens qui deviennent extrémistes. Je dirais que dans ces sociétés, ce n'étaient pas ces gens qui devenaient des extrémistes. Vous pouvez avoir un long débat sur n'importe quelle partie de l'histoire et si la direction qu'une société a choisi de prendre est positive ou négative, et les ramifications de tout ça. Mais je pense qu'aujourd'hui, nous avons un problème spécifique, à savoir que davantage de personnes recherchent des solutions extrêmes. Et je pense que cela est en grande partie dû à un sentiment de dislocation, à la fois économique et sociale.
Et je pense qu'il y a beaucoup de façons d'y parvenir. Je pense qu'en partie, en tant que personne qui fait tourner l'une des plateformes Internet, je pense que nous avons la responsabilité particulière de nous assurer que nos systèmes n'encouragent pas ça. Mais je pense que plus largement, la solution la plus macro pour ça est de s'assurer que les gens sentent qu'ils ont cette base, ce sentiment d'avoir un but et de la communauté et que leur vie est qu'ils aient des opportunités. Et je pense que statistiquement, ce que nous voyons, et sociologiquement, c'est que lorsque les gens ont ces opportunités dans l'ensemble, ils ne cherchent pas autant ce genre de groupe. Et je pense qu'il y a la version sociale et il y a aussi la version économique. C'est l'histoire de base de la mondialisation. C'est qu'une part de ça a été extrêmement positive pour amener un grand nombre de personnes dans l'économie mondiale. Là où des gens en Inde, en Asie du Sud-Est et dans toute l'Afrique, qui auparavant n'avaient pas eu accès à beaucoup d'emplois dans l'économie mondiale, y ont maintenant accès. Et c'est probablement le plus grand, je veux dire, au niveau mondial, l'inégalité est en baisse, n'est-ce pas? Parce que des centaines de millions de personnes sont sorties de la pauvreté. Et cela était positif. Mais le gros problème est que dans les pays développés, il y a un grand nombre de personnes qui sont maintenant en concurrence avec toutes ces autres personnes qui rejoignent l'économie, avec des emplois qui se déplacent vers ces autres endroits. Donc, beaucoup de gens ont perdu leur emploi. Pour certaines des personnes qui n'ont pas perdu d'emploi, il y a maintenant plus de concurrence pour ces emplois à l'échelle internationale. Et donc, leur salaire, c'est l'un des facteurs qui, je dirais, les analyses ont montré que cela empêche une plus grande croissance des salaires. Et il y a 5 à 10% des gens, selon bon nombre des analyses que j'ai présentées, qui sont en fait, en termes absolus, moins bien lotis à cause de la mondialisation. Cela ne signifie pas nécessairement que la mondialisation pour le monde entier est négative. Je pense qu'en général, cela a été dans l'ensemble positif. Mais l'histoire que nous avons racontée à ce sujet a probablement été trop optimiste, dans la mesure où nous n'avons parlé que des aspects positifs et de la qualité de ce mouvement mondial pour sortir les gens de la pauvreté et créer plus d'opportunités. Et en réalité, je pense que c'est très positif, mais s'il y a 5 ou 10% de personnes dans le monde qui sont dans une situation pire, 7 milliards de personnes dans le monde, cela fait donc plusieurs centaines de millions de personnes, dont la majorité se trouve probablement dans les pays les plus développés, aux États-Unis et dans toute l'Europe. Cela va créer beaucoup de pression politique dans ces pays. Donc, pour avoir un système mondial qui fonctionne, il semble que vous ayez besoin, pour fonctionner au niveau mondial, mais vous avez également besoin que les individus et chacun des pays membres de ce système aient l'impression que cela fonctionne pour eux aussi. Et cela se répercute jusqu'en bas. Donc, dans les villes et les communautés locales, les gens ont besoin de sentir que cela fonctionne pour eux, à la fois économiquement et socialement. Donc, je suppose qu'à ce stade, la chose qui m'inquiète, et j'ai canalisé beaucoup d'énergie de Facebook pour essayer de me concentrer là-dessus, c'est que notre mission était de connecter le monde. Il s'agit maintenant d'aider les gens à bâtir des communautés et à rapprocher les gens. Et c'est en grande partie parce que je pense, en fait, que la chose que nous devons faire pour soutenir une connexion plus globale à ce stade est de nous assurer que les choses fonctionnent pour les gens localement. Vous savez, à bien des égards, nous avons fait en sorte qu'Internet, pour qu'un créateur puisse émerger et que... Oui, mais comment faites-vous pour concilier le fait que ça fonctionne pour les habitants du Midwest américain et en même temps pour les gens au Mexique, en Amérique du Sud ou en Afrique? Ce que je veux dire, c'est que une partie du déséquilibre est que lorsque les gens en Amérique centrale sont en colère, alors tout le monde prête attention, parce qu'ils ont le doigt sur le bouton. Mais si les gens au Mexique ou en Zambie se sentent en colère, nous nous en soucions beaucoup moins, car ils ont beaucoup moins de pouvoir. La douleur, et je ne dis pas que la douleur n'est pas réelle, la douleur est bien réelle. Mais la douleur de quelqu'un en Indiana se répercute dans le monde bien plus que la douleur de quelqu'un au Honduras ou aux Philippines, simplement à cause des déséquilibres de pouvoir dans le monde. Et donc, tout à l'heure, au sujet de ce qu'on a dit concernant la fragmentation, je sais que Facebook fait face à beaucoup de critiques pour encourager les gens, certains, à se diriger vers ces groupes extrémistes. C'est un gros problème, mais je ne pense pas que ce soit le problème principal. Je pense aussi que c'est quelque chose que vous pouvez résoudre si vous y consacrez suffisamment d'énergie. C'est quelque chose que vous pouvez résoudre. Mais voici le problème qui retient le plus mon attention maintenant.
Ce qui m'inquiète le plus, encore une fois, pas seulement à propos de Facebook, mais concernant toute la direction que prennent la nouvelle économie de l'Internet et la nouvelle économie technologique. C'est l'augmentation des inégalités entre les différentes parties du monde, qui n'est pas le résultat d'une idéologie extrémiste, mais les résultats d'un certain modèle économique et politique. Et deuxièmement, saper l'action humaine et saper les idées philosophiques fondamentales de la démocratie, du marché libre et de l'individualisme. Ce sont, je dirais, mes deux plus grandes préoccupations concernant le développement de technologies telles que l'IA et le machine learning. Et cela continuera d'être un problème majeur, même si nous trouvons des solutions aux problèmes de l'extrémisme social dans des groupes particuliers. Oui, oui, je suis certainement d'accord que l'extrémisme n'est pas... Je la considérerais plus comme un symptôme et un gros problème sur lequel il faut travailler. Mais je pense que la plus grande question est de s'assurer que chacun a un but, un rôle qui lui semble important et des liens sociaux. Parce qu'en fin de compte, nous sommes des animaux sociaux. Et je pense qu'il est facile dans notre pensée théorique de faire abstraction de ça. Mais c'est une partie tellement fondamentale de qui nous sommes. C'est pourquoi je me concentre là-dessus. Voulez-vous passer à certains des problèmes de l'IA? Parce que je pense que c'est... Ou est-ce que vous voulez rester sur ce sujet une seconde? Non, hein. Je veux dire, ce sujet est très lié à l'IA. Encore une fois, parce que je pense que l'un des préjudices qu'apporte la science-fiction, et je suis un grand fan de science-fiction, hein, mais je pense que ça a produit de très mauvaises choses. C'est-à-dire attirer l'attention sur les mauvais scénarios et les mauvais dangers. Et que les gens pensent ainsi, « Oh, l'IA est dangereuse parce que les robots viennent nous tuer. » Et il est extrêmement peu probable que nous soyons confrontés à une rébellion de robots. J'ai bien plus peur des robots qui obéiraient toujours aux ordres que des robots qui se rebelleraient contre les humains. Je pense que les deux principaux problèmes de l'IA, et nous pouvons les explorer plus en profondeur, sont ceux que j'ai mentionnés. Premièrement, les inégalités croissantes entre les différentes parties du monde. Parce que vous aurez des pays qui dirigeront et domineront la nouvelle économie de l'IA. Et c'est un avantage tellement énorme qu'il l'emporte sur tout le reste. Et nous verrons, je veux dire, si la révolution industrielle a généré cet énorme fossé entre quelques puissances industrielles et le reste du monde, et qu'il a fallu 150 ans pour combler ce fossé, et au cours des dernières décennies, le fossé a été comblé, ou fermé, car de plus en plus de pays qui étaient loin derrière rattrapent leur retard. Maintenant, l'écart pourrait se rouvrir et être bien pire que jamais en raison de la montée en puissance de l'IA. Et parce que l'IA ne sera probablement dominée que par un petit nombre de pays. C'est donc un problème, l'inégalité de l'IA. Et l'autre problème est l'IA et le facteur humain, ou même le sens de la vie humaine. Que se passe-t-il lorsque l'IA est suffisamment mature et que vous disposez de suffisamment de données pour pirater des êtres humains? Et que vous avez une IA qui me connaît mieux que je ne me connais moi-même, et peut-être prendre des décisions pour moi, prédire mes choix, manipuler mes choix. Et c'est ainsi que l'autorité passe de plus en plus des humains aux algorithmes. Et pas seulement des décisions sur le film à voir, mais même des décisions comme quelle communauté rejoindre, ou avec qui se lier d'amitié, avec qui se marier. Nous nous appuyons de plus en plus sur les recommandations de l'IA. Qu'est-ce que cela fait à la vie humaine et à l'organisation humaine? Donc, je dirais que ce sont les deux problèmes les plus importants de l'inégalité de l'IA et de l'organisation humaine. Oui. Et je pense que tous deux se rejoignent sur une question similaire autour des valeurs. Sur qui le construit et quelles sont les valeurs qui y sont encodées, et la façon dont tout ça finit par se dérouler. Ouais, j'ai tendance à penser que dans beaucoup de conversations autour de l'IA, nous personnifions presque l'IA, n'est-ce pas? Vous évoquiez des robots tueurs ou quelque chose comme ça. Mais je pense qu'en fait,
L'IA est très liée au secteur de la technologie en général, n'est-ce pas? Donc, presque tous les produits technologiques, et de plus en plus de produits non technologiques, sont améliorés d'une manière ou d'une autre par l'IA. Donc, c'est pas comme si l'IA était un truc monolithique que vous construisiez. Ça alimente de nombreux produits, c'est beaucoup de progrès économiques et ça peut contribuer à certaines des questions de répartition des opportunités que vous avez soulevées. Mais c'est aussi fondamentalement lié à ces questions, vraiment importantes sur le plan social concernant les données et la confidentialité, et la façon dont nous voulons que nos données soient utilisées, et quelles sont les politiques à ce sujet, et quels sont les cadres mondiaux. Donc, j'ai tendance à être d'accord avec beaucoup de questions que vous soulevez, à savoir que beaucoup de pays qui ont la capacité d'investir dans les technologies futures, dont l'IA et les données et les futures technologies Internet sont certainement un domaine important, elles le font parce que cela donnera à leurs entreprises locales un avantage à l'avenir, et qu'elles seront celles qui exportent des services dans le monde entier. Vous voyez, j'ai tendance à penser qu'à l'heure actuelle, les États-Unis ont un avantage majeur dans le fait que bon nombre des plateformes technologiques mondiales soient fabriquées ici. Et certainement, bon nombre des valeurs qui y sont encodées sont en grande partie façonnées par les valeurs américaines. Elles ne le sont pas intégralement. Et là, je parle pour Facebook. Et nous servons des gens du monde entier et nous prenons ça très au sérieux. Mais certainement, des idées comme donner à chacun une voix, c'est quelque chose qui est probablement très façonné par les idées américaines sur la liberté d'expression. Il y a une forte adhésion à ça. Donc je pense que culturellement et économiquement, il y a un avantage pour les pays à se développer, à faire avancer la situation dans ce domaine, pour y voir les entreprises qui, dans la prochaine génération, seront les plus fortes dans ce domaine. Donc assurément, vous voyez différents pays essayer de le faire. Et cela est très lié non seulement à la prospérité économique et à l'égalité, mais aussi, euh, ont-ils une réelle chance? Un pays comme le Honduras, l'Ukraine, le Yémen, a-t-il une réelle chance de rejoindre la course à l'IA? Ou sont-ils... ils sont déjà hors course. Ce que je veux dire, c'est que ça n'arrivera pas au Yémen, ça n'arrivera pas au Honduras. Et donc, qu'adviendra-t-il d'eux? Dans 20 ans, 50 ans? Eh bien, je pense qu'une partie de ça se résume aux valeurs autour de la façon dont c'est développé. Vous voyez, je pense qu'il y a certains avantages que les pays plus peuplés ont parce que vous atteignez une masse critique en termes d'université, d'industrie, d'investissement et de choses comme ça. Mais l'une des valeurs que nous avons ici, à la fois chez Facebook et en général dans le système universitaire qui essaie de faire de la recherche, est que vous faites de la recherche ouverte. Donc, une grande partie du travail qui est investi dans ces avancées, en théorie, si cela fonctionne bien, devrait être plus ouverte. Et donc, vous pouvez avoir un entrepreneur dans l'un de ces pays dont vous parlez. Alors, peut-être que ce n'est pas quelque chose à l'échelle industrielle. Vous voyez, très probablement, je pense qu'aujourd'hui, vous parieriez contre le fait qu'à l'avenir, toutes les entreprises d'IA soient dans un petit pays donné. Mais je ne pense pas qu'il soit exagéré de croire qu'il y aura un entrepreneur quelque part qui pourra utiliser Amazon Web Services pour créer des instances de calcul, qui pourra embaucher des personnes à travers le monde dans une économie mondialisée et qui pourra tirer parti de la recherche. Cela a été fait aux États-Unis ou à travers l'Europe ou dans différentes institutions universitaires ouvertes ou des entreprises qui publient de plus en plus leurs travaux et qui font avancer l'état des connaissances sur le sujet. Donc je pense qu'il y a cette grande question sur ce à quoi nous voulons que l'avenir ressemble. Et une partie de la façon dont je pense que nous voulons que l'avenir se présente est que nous voulons qu'il soit ouvert. Nous voulons que la recherche soit ouverte. Je pense que nous voulons qu'Internet soit une plateforme et que cela nous ramène à votre point d'unification par rapport à la fragmentation. Vous voyez, l'un des grands risques pour l'avenir est que la politique d'Internet de chaque pays finisse par être différente, qu'elle finisse par être fragmentée. Et si tel est le cas, alors l'entrepreneur dans les pays dont vous parlez, le Honduras, n'a probablement pas autant de chances s'il ne peut pas tirer parti de toutes les avancées qui se produisent partout. Mais si Internet reste une chose unique et que la recherche reste ouverte, alors ils ont une bien meilleure chance. Donc quand je regarde vers l'avenir, l'une des choses qui m'inquiète beaucoup, c'est que les valeurs que je viens d'énoncer ne soient pas des valeurs partagées par tous les pays.
Et lorsque vous arrivez à certains des pays les plus autoritaires et de leur politique en matière de données, elles sont très différentes des cadres réglementaires qui existent en Europe et de ce dont les gens parlent ou ont mis en place. Juste pour mettre un point plus précis là-dessus, j'ai récemment déclaré, et j'ai dit très clairement, que je pense que davantage de pays devraient adopter un cadre de confidentialité comme le RGPD en Europe. Et je pense que beaucoup de gens ont été confus à ce sujet. Pourquoi plaidez-vous pour plus de réglementation sur la confidentialité? Vous savez, pourquoi maintenant, étant donné que dans le passé, vous n'étiez pas aussi positif là-dessus? Et je pense qu'une partie de la raison pour laquelle je suis tellement concentré là-dessus maintenant est que je pense que, à ce stade, les gens du monde entier reconnaissent que ces questions autour des données, de l'IA et de la technologie sont importantes. Il va donc y avoir un cadre dans chaque pays. Je veux dire, c'est pas comme s'il n'y aurait pas de réglementation ou de politique. Donc, en fait, je pense que la plus grande question est, qu'est-ce que ça va être? Et l'alternative la plus probable à ce que chaque pays adopte quelque chose qui encode la liberté et les droits, quelque chose comme le RGPD, dans mon esprit, l'alternative la plus probable est que le modèle autoritaire qui se répand actuellement, qui dit, vous savez, chaque entreprise doit stocker les données de tout le monde localement dans des data centers. Et si je suis un gouvernement, alors je devrais pouvoir, vous savez, envoyer mes militaires là-bas et pouvoir accéder à toutes les données que je veux. Et je pourrais prendre ces données pour de la surveillance ou du militaire, ou pour aider les entreprises industrielles militaires locales. Et, et je pense que c'est juste un très mauvais futur. Et ce n'est pas la direction dans laquelle moi, en tant que personne qui construit l'un des services Internet ou simplement en tant que citoyen du monde, je veux voir le monde se diriger. Oui, mais pour me faire un instant l'avocat du diable, je veux dire, si je regarde le point de vue de l'Inde, alors j'écoute le président américain dire «l'Amérique d'abord», et je suis nationaliste, hein, je ne suis pas mondialiste. Je me soucie des intérêts de l'Amérique. Et je me demande s'il est sûr de stocker les données des citoyens indiens aux États-Unis et non en Inde, alors qu'ils disent ouvertement qu'ils ne se soucient que d'eux-mêmes. Alors pourquoi est-ce que ça devrait être en Amérique et non en Inde? Eh bien, je pense que les motivations comptent. Et assurément, je ne pense pas que l'un de nous considérerait l'Inde comme un pays autoritaire donc je dirais que oui, mais ils peuvent toujours dire: «Nous voulons que les données et les métadonnées sur les utilisateurs indiens soient stockées sur le sol indien. Nous ne voulons pas qu'ils soient stockés sur le sol américain ou ailleurs». Oui, oui, et je peux en comprendre les arguments. Et je pense qu'il y a l'intention compte, n'est-ce pas? Et je pense que les pays peuvent y parvenir avec des valeurs d'ouverture et toujours conclure que quelque chose comme ça pourrait être utile. Mais je pense qu'une des choses auxquelles vous devez faire très attention, c'est que si vous créez ce précédent, vous rendez la tâche très facile à d'autres pays qui n'ont pas de valeurs d'ouverture et qui sont beaucoup plus autoritaires et qui veulent les donner non pas pour protéger leurs citoyens, mais pour pouvoir les surveiller, trouver des dissidents et les enfermer. Et ça, je pense que je suis d'accord. Ce que je veux dire, c'est que ça se résume vraiment à la question: faisons-nous confiance à l'Amérique? Et compte tenu des 2 ou 3 dernières années, les gens, dans de plus en plus d'endroits à travers le monde, ce que je veux dire, c'est que si nous avions cette conversation, mais que nous soyons, disons, il y a 10 ans, ou il y a 20 ans, ou il y a 40 ans, quand l'Amérique s'est déclarée être le leader du monde libre, alors nous pourrions longuement discuter de savoir si c'était le cas ou non. Mais du moins, sur le plan déclaratif, c'est ainsi que l'Amérique se présentait au monde. Nous sommes les leaders du monde libre, alors faites-nous confiance. Nous nous soucions de la liberté. Mais maintenant, nous voyons une Amérique différente. L'Amérique qui ne veut pas être... Encore une fois, ce n'est pas la question de ce qu'ils font, mais de la façon dont l'Amérique ne se présente plus comme le leader du monde libre, mais comme un pays qui s'intéresse avant tout à lui-même et à ses propres intérêts. Et pas plus tard que ce matin, par exemple, j'ai lu que les États-Unis envisageaient d'opposer leur veto à la résolution de l'ONU contre l'utilisation de la violence sexuelle comme arme de guerre. Et les États-Unis sont ceux qui pensent opposer leur veto à ça. En tant que personne qui n'est pas citoyenne des États-Unis, je me demande, puis-je faire encore confiance à l'Amérique pour être leader du monde libre si l'Amérique dit elle-même: je ne veux plus de ce rôle? Eh bien,
Je pense que c'est une question quelque peu distincte de la direction vers laquelle Internet se dirige. Parce que, je veux dire, le RGPD, le cadre que je préconise, qui serait préférable que davantage de pays adoptent quelque chose comme ça, parce que je pense que c'est juste nettement mieux que les alternatives, dont beaucoup de ces modèles sont plus autoritaires. Je veux dire, le RGPD est né en Europe, n'est-ce pas? Ce n'est donc pas une invention américaine. Et je pense qu'en général, ces valeurs d'ouverture et de recherche, de flux transfrontaliers d'idées et d'échanges, ce n'est pas une idée américaine, n'est-ce pas? Je veux dire, c'est une philosophie globale sur la façon dont le monde devrait fonctionner. Et je pense que les alternatives à ça sont au mieux la fragmentation, qui décompose le modèle mondial à ce sujet, et au pire, une croissance de l'autoritarisme suivant la façon dont les modèles sont adoptés. Et c'est là que je pense que les précédents sur certains de ces trucs deviennent vraiment délicats. Je veux dire, je pense que vous faites du bon travail en jouant l'avocat du diable dans la conversation, parce que vous apportez tous les contre-arguments que je pense qu'une personne avec de bonnes intentions pourrait apporter pour argumenter « Hey, peut-être qu'un ensemble différent de politiques de données est quelque chose que nous devrions envisager ». La chose qui m'inquiète, et c'est ce que nous avons vu, c'est qu'une fois qu'un pays met cela en place, c'est un précédent, qui fait qu'ensuite, beaucoup d'autres pays qui pourraient être plus autoritaires utilisent essentiellement comme précédent pour faire valoir qu'ils devraient faire les mêmes choses. Et puis cela se propage. Et, et je pense que c'est mauvais. Et c'est l'une des choses qui, en tant que personne qui dirige cette entreprise, je suis tout à fait déterminé à faire en sorte que nous jouions notre rôle, afin de repousser ça et garder Internet comme une seule plateforme. Donc ce que je veux dire, c'est que l'une des décisions les plus importantes que j'ai à prendre en tant que personne qui dirige cette entreprise, c'est où allons-nous construire notre data center et stocker les données. Et nous avons décidé de ne pas installer de data center dans des pays qui, selon nous, présentent une faiblesse d'état de droit, où les données des personnes peuvent être consultées de manière inappropriée, ce qui pourrait mettre des personnes en danger. Vous savez, beaucoup de choses ont été... Et il y a beaucoup de questions dans le monde autour de questions de censure, et je pense que celles-ci sont vraiment sérieuses et importantes. Je veux dire, une grande partie de la raison pour laquelle j'ai construit ce que nous avons bâti est parce que je me soucie de donner une voix à chacun, et de donner aux gens autant de voix que possible. Je ne veux pas que les gens soient censurés. À un certain niveau, ces questions sur les données et leurs utilisations, et si les gouvernements autoritaires y ont accès, je pense, sont encore plus sensibles parce que si vous ne pouvez pas dire quelque chose que vous voulez, c'est très problématique. Ça viole votre droit. Et je pense que dans de nombreux cas, cela stoppe le progrès. Mais si un gouvernement peut avoir accès à vos données, alors il peut identifier qui vous êtes et vous enfermer, vous blesser et blesser votre famille et causer de réels dommages physiques de façon très profonde. Donc je pense que les personnes qui dirigent ces entreprises ont une obligation d'essayer de repousser ça et de lutter contre l'établissement de précédents qui seraient préjudiciables. Et même si beaucoup des premiers pays qui en parlent ont de bonnes intentions, je pense que ça peut facilement dérailler. Et quand vous parlez dans le futur de l'IA et des données, qui sont deux concepts qui sont vraiment liés, je pense simplement que les valeurs qui en découlent, que cela fasse partie d'un système plus global, d'un processus plus démocratique et d'un processus plus ouvert, c'est l'un de nos meilleurs espoirs pour que tout se passe bien. Si ça vient de pays répressifs ou autoritaires, alors je pense juste que cela va être très problématique à bien des égards. Mhm. Eh bien, cela soulève la question, comment pouvons-nous construire l'IA de telle manière qu'elle ne soit pas intrinsèquement un outil de surveillance, de manipulation et de contrôle? Je veux dire, cela revient à l'idée de créer quelque chose qui vous connaît mieux que vous ne vous connaissez vous-même, ce qui est en quelque sorte l'outil ultime de surveillance et de contrôle. Et nous sommes actuellement en train de le construire dans différents endroits du monde. C'est en construction. Et donc, quelles sont vos pensées sur la façon de construire une IA qui sert les individus et protège les individus, et non une IA qui peut facilement, en un tour de main, devenir un genre d'outil de surveillance ultime?
Eh bien, je pense que c'est plus une question de valeur et de cadre politique que de développement technologique. Je veux dire, une grande partie de la recherche qui se fait dans l'IA réside dans des méthodes mathématiques très fondamentales, où un chercheur créera une avancée. Et d'un coup, tous les réseaux de neurones sont 3% plus efficaces. Je dis juste ça comme ça. Et donc, ça veut dire que le fil d'actualité sera un petit peu meilleur pour les gens. Nos systèmes de détection de trucs comme les discours de haine seront meilleurs. Ou vous savez, par exemple, notre capacité à trouver des photos de vous que vous souhaitez revoir sera meilleure. Tous ces systèmes s'améliorent un peu. Ok, je pense que la grande question est que vous avez des endroits dans le monde où les gouvernements choisissent d'utiliser ces technologies et ces avancées pour des choses comme la reconnaissance faciale généralisée et la surveillance. Et ces pays, je veux dire, la Chine fait ça. Ils créent une véritable boucle de rétroaction qui fait progresser l'état de ces technologies où ils disent OK, nous voulons faire ça. Alors maintenant, il y a un ensemble d'entreprises autorisées à faire ça et elles ont accès à beaucoup de données pour le faire parce que c'est autorisé et encouragé. Donc, ça progresse et s'améliore de plus en plus. Ce n'est pas un processus mathématique, c'est un processus politique. Qu'ils veuillent aller dans cette direction, ce sont leurs valeurs et c'est un processus économique de la boucle de rétroaction et du développement de ces choses, comparé à des pays qui pourraient dire «Hey, ce genre de surveillance, ce n'est pas ce que nous voulons». Alors ces entreprises n'existent tout simplement pas autant ou ne reçoivent pas autant de soutien. Je ne sais pas, dans mon propre pays d'origine, en Israël, tout du moins pour les Juifs, c'est une démocratie, et c'est l'un des leaders mondiaux de la technologie de surveillance, et nous avons essentiellement l'un des plus grands laboratoires de technologie de surveillance au monde, qui sont les territoires désoccupés. Et exactement ces types de systèmes sont développés là-bas et exportés dans le monde entier. Donc, compte tenu de mon expérience personnelle, chez moi, encore une fois, je ne crois pas nécessairement que simplement parce qu'une société, dans son propre fonctionnement interne, est, disons, démocratique, qu'elle ne développera pas et ne diffusera pas ce genre de technologie. Oui, je suis d'accord. Il n'est pas certain qu'un processus démocratique le résolve à lui seul, mais je pense qu'il s'agit surtout d'une question politique. Un gouvernement peut assez facilement décider qu'il ne veut pas soutenir ce type de surveillance. Puis, les entreprises avec lesquelles il travaillerait pour soutenir ce type de surveillance feraient faillite. Ou tout du moins, avoir beaucoup moins d'incitation économique à poursuivre ce progrès technologique. De sorte que cette dimension de la croissance de la technologie est retardée par rapport aux autres. Et de façon générale, le processus que je pense que vous voulez suivre globalement, le progrès technologique n'est pas bon ou mauvais en soi. Je pense que c'est le travail des personnes qui la dirigent, la construisent et élaborent des politiques autour d'elles, d'établir des règles et de s'assurer que leurs efforts visent à amplifier le bien et à atténuer les cas d'utilisation négatifs. Et c'est comme ça que je pense que vous finissez par plier ces industries et technologies pour qu'elles soient positives pour l'humanité dans son ensemble. Et je pense que c'est un processus normal qui se produit, avec la plupart des technologies qui sont construites. Mais je dirais que ce que nous voyons dans certains de ces endroits n'est pas l'atténuation naturelle des utilisations négatives. Dans certains cas, la boucle de rétroaction économique fait avancer ces choses. Mais je ne pense pas qu'il doit en être ainsi. Ce n'est pas autant une décision technologique que c'est une décision politique. Je suis entièrement d'accord, mais chaque technologie peut être utilisée de différentes manières, pour le meilleur ou pour le pire. Vous pouvez utiliser la radio pour diffuser de la musique aux gens, ou vous pouvez utiliser la radio pour diffuser un discours d'Hitler à des millions d'Allemands. La radio s'en moque. La radio transporte juste tout ce que vous y mettez. Donc oui, c'est une décision politique. Mais cela soulève ensuite la question, comment pouvons-nous nous assurer que ces politiques sont les bonnes politiques? Dans un monde où il devient de plus en plus facile de manipuler et de contrôler les gens à grande échelle, comme jamais auparavant. Ce que je veux dire, c'est que la nouvelle technologie, ce n'est pas seulement on invente la technologie et puis nous avons de bons pays démocratiques et de mauvais pays autoritaires et que la question serait, que ferait-il de la technologie? La technologie elle-même pourrait modifier l'équilibre des pouvoirs entre les systèmes démocratiques et totalitaires. Et je crains que les nouvelles technologies ne donnent un avantage inhérent
pas nécessairement écrasant, mais elles ont une tendance à donner un avantage inhérent au régime totalitaire. Parce que le plus gros problème des régimes totalitaires du XXe siècle, qui a finalement conduit à leur chute, c'est qu'ils ne pouvaient pas traiter l'information assez efficacement. Si vous pensez à l'Union soviétique, vous avez donc ce modèle de traitement de l'information qui dit en gros, nous prenons toutes les informations de tout le pays, déplacez-les vers un seul endroit, à Moscou. Là, elles sont traitées, les décisions sont faites à un seul endroit et retransmettez-les sous forme de commande. C'était le modèle soviétique du traitement de l'information. Et par rapport à la version américaine qui était, nous n'avons pas un seul centre, nous avons beaucoup d'organisations et beaucoup d'individus et d'entreprises, et ils peuvent prendre leurs propres décisions. En Union soviétique, il y a quelqu'un dans Moscou qui, si je vis dans une petite ferme ou un kolkhoz en Ukraine, il y a quelqu'un à Moscou qui me dit combien de radis faire pousser cette année, parce qu'ils savent. Et en Amérique, je décide par moi-même. Vous savez, je reçois des signaux du marché et je décide. Et le modèle soviétique ne fonctionnait tout simplement pas bien à cause de la difficulté à traiter rapidement autant d'informations avec la technologie des années 50. Et c'est l'une des principales raisons pour lesquelles l'Union soviétique a perdu la guerre froide au profit des États-Unis. Mais avec la nouvelle technologie, tout à coup, cela pourrait devenir, ce n'est pas certain, mais l'une de mes craintes est que la nouvelle technologie rende soudainement le traitement central de l'information beaucoup plus efficace que jamais auparavant, et bien plus efficace que le traitement des données distribuées. Parce que plus vous avez de données à un seul endroit, alors meilleurs sont vos algorithmes, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et cela fait en quelque sorte pencher la balance entre totalitarisme et démocratie, en faveur du totalitarisme. Et je me demande ce que vous pensez de ce problème. Eh bien, je suis plus optimiste au sujet de... je l'avais deviné. Au sujet de la démocratie dans tout ça. Je pense que la façon dont le processus démocratique devrait fonctionner, c'est que les gens commencent à parler de ces problèmes. Et même s'il semble que cela commence lentement en termes de personnes se souciant des problèmes de données et de la politique technologique, parce que c'est beaucoup plus difficile d'amener tout le monde à s'en soucier que juste un petit nombre de décideurs. Donc je pense que l'histoire de la démocratie versus les systèmes plus totalitaires est que il semble toujours que les systèmes totalitaires seront plus efficaces et que les démocraties seront juste laissées derrière. Mais vous voyez, les gens intelligents commencent à discuter de ces problèmes et à s'en soucier. Et je pense que nous voyons que les gens se soucient maintenant beaucoup plus de leur vie privée, des problèmes de données, de l'industrie technologique. Les gens deviennent plus sophistiqués à ce sujet. Ils se rendent compte qu'avoir beaucoup de vos données stockées peut être à la fois un atout, car elles peuvent vous fournir de nombreux avantages et services, mais de plus en plus, que c'est peut-être aussi un handicap, car il y a des pirates et des États qui déclarent qu'ils pourraient être en mesure d'entrer par effraction et d'utiliser ces données contre vous, ou les exploiter, ou les révéler. Alors que peut-être les gens ne veulent pas que leurs données soient stockées pour toujours. Peut-être qu'ils veulent qu'elles soient réduites en permanence. Peut-être qu'ils veulent que tout soit crypté de bout en bout autant que possible dans leur communication privée. Les gens se soucient vraiment de ce genre de choses, d'une manière dont ils ne se souciaient pas auparavant. Et ça a assurément beaucoup augmenté au cours des dernières années. Donc, je pense que cette conversation est le processus démocratique normal. Et je pense que ce qui va finir par se produire, c'est que lorsque vous sensibiliserez les gens aux problèmes et les ferez monter à bord, il s'agit là d'une approche beaucoup plus puissante, où vous avez alors des gens dans un système décentralisé qui sont capables de prendre des décisions, qui sont intelligents et qui, je pense, le feront généralement toujours mieux qu'une approche trop centralisée. Et c'est encore un point où je crains que personnifier l'IA et dire que l'IA est une chose qu'une institution va développer et que c'est presque comme un être sensible, je pense que cela dénature ce qu'elle est réellement. N'est-ce pas? C'est un ensemble de méthodes qui améliorent tout. Ok, désolé, permettez-moi de retirer ça. C'est beaucoup trop large. Beaucoup de processus technologiques plus efficaces. Et je pense que c'est... Mais c'est le problème, ça fait aussi... Mais ce n'est pas seulement pour les gens décentralisés.
Que ce soit, je veux dire, dans notre contexte, notre entreprise a cette plateforme publicitaire. Et une grande partie de la façon dont ça peut être utilisé est que maintenant, nous avons 90 millions de petites entreprises qui utilisent nos outils. Et maintenant, grâce à cet accès à la technologie, ils ont accès aux mêmes outils pour faire de la publicité, du marketing, atteindre de nouveaux clients et créer des emplois que seules les grandes entreprises auraient eu auparavant. Et ça, c'est une grande avancée. C'est une décentralisation massive. Lorsque les gens parlent de notre entreprise et des plateformes Internet en général, ils disent qu'il y a un petit nombre d'entreprises qui sont grandes. Et c'est vrai. Mais le revers de la médaille, c'est qu'il y a maintenant des milliards de personnes dans le monde qui ont une voix, qu'ils peuvent partager des informations plus largement. Et c'est en fait une décentralisation massive du pouvoir et une sorte de retour de pouvoir aux gens. De même, les gens ont accès à plus d'informations, ont accès à plus de commerce. Tout ça, c'est positif. Donc, je ne sais pas. Je suis optimiste là-dessus. Je pense que nous avons du pain sur la planche et je pense que les défis que vous soulevez sont les bons auxquels il nous faut penser. Parce que si on se plante, c'est la façon dont je pense que ça tournera mal. Mais je ne sais pas. Je pense que le précédent historique dirait que tout pointe, vous savez, là où il y avait la concurrence entre les États-Unis et le Japon dans les années 80 et 70, ou la guerre froide avant ça, ou différentes autres époques, les gens ont toujours pensé que le modèle démocratique, qui est lent à se mobiliser, mais très fort une fois qu'il le fait, et une fois que les gens seront convaincus d'une direction et comprendront le problème, je pense que cela continuera d'être le meilleur moyen de répandre la prospérité dans le monde et de progresser d'une manière qui réponde aux besoins des gens. Et c'est pourquoi, lorsque vous parlez de politique Internet, lorsque vous parlez de politique économique, je pense que la diffusion de cadres réglementaires qui encodent ces valeurs est, je pense, est l'une des choses les plus importantes que nous puissions faire. Mais cela commence par soulever les problèmes que vous soulevez et faire en sorte que les gens soient conscients des problèmes potentiels. Eh bien, je suis d'accord qu'au cours des dernières décennies, c'était le cas, que les systèmes démocratiques ouverts étaient meilleurs et plus efficaces. Et encore une fois, l'une de mes craintes est que cela aurait pu nous rendre un peu complaisants, parce que nous supposons que c'est une sorte de loi de la nature, que les systèmes distribués sont toujours meilleurs et plus efficaces que les systèmes centralisés. Et on a grandi dans un monde où il y avait un peu ça, que de faire la bonne chose moralement, c'était aussi faire la chose efficace économiquement et politiquement. Et beaucoup de pays ont libéralisé leur économie, leur société, leur politique au cours des 50 dernières années, plus parce qu'ils étaient convaincus de l'argument de l'efficacité que de l'argument moral profond. Mais que se passe-t-il si l'efficacité et la moralité se séparent soudainement? Ce qui s'est déjà produit dans l'histoire. Je veux dire, les 50 dernières années ne sont pas représentatives de toute l'histoire. Nous avons eu de nombreux cas auparavant dans l'histoire humaine dans lesquels les systèmes centralisés répressifs étaient plus efficaces. Et par conséquent, vous avez eu ces empires répressifs. Et il n'y a aucune loi de la nature qui dit que cela ne peut pas se reproduire. Encore une fois, je crains que la nouvelle technologie ne fasse basculer cet équilibre. Et juste en rendant le traitement central des données beaucoup plus efficace, cela pourrait donner un boost au régime totalitaire. Mais également dans l'équilibre des pouvoirs entre le pouvoir central et l'individu. Pendant la plus grande partie de l'histoire, l'autorité centrale ne pouvait pas vraiment vous connaître personnellement, simplement à cause de l'incapacité à collecter et traiter les informations. Donc il y avait des gens qui vous connaissaient très bien, mais généralement, leurs intérêts étaient alignés avec les vôtres. Par exemple, ma mère me connaît très bien, mais la plupart du temps, je peux faire confiance à ma mère. Mais maintenant, nous arrivons à un point où un système éloigné peut me connaître mieux que ma mère, et les intérêts ne sont pas nécessairement alignés. Alors maintenant, oui, nous pouvons l'utiliser aussi pour le bien, mais ce que je pointe, c'est que c'est une sorte de pouvoir qui n'a jamais existé auparavant. Et cela pourrait permettre aux régimes totalitaires et autoritaires de faire des choses qui étaient tout simplement techniquement impossibles jusqu'à aujourd'hui. Oui. Alors, vous voyez, si vous vivez dans une démocratie ouverte, alors d'accord, vous pouvez compter sur toutes sortes de mécanismes pour vous protéger. Mais en réfléchissant plus globalement à ce problème, je pense qu'une question clé est:
Comment protégez-vous l'attention humaine contre le détournement par des acteurs malveillants qui vous connaissent mieux que vous ne vous connaissez vous-même, qui vous connaissent mieux que votre mère ne vous connaît? Et c'est une question à laquelle nous n'avions jamais eu à faire face auparavant, parce qu'on n'a jamais eu... D'habitude, les acteurs malveillants ne me connaissent pas très bien. Ouais, ok. Donc, il y a beaucoup de choses dans ce que vous dites. Je veux dire, je pense que, en général, une des choses qui... Je pense qu'il y a un effet d'échelle où l'une des meilleures choses que nous puissions faire, si, si nous nous soucions de ces valeurs ouvertes et d'avoir un monde globalement connecté, je pense qu'il est vraiment important de s'assurer que la masse critique de l'investissement dans les nouvelles technologies encode ces valeurs. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles je me soucie beaucoup du fait de ne pas soutenir la propagation de politiques autoritaires à davantage de pays, soit en le faisant par inadvertance, soit en créant des précédents qui permettent que cela se produise. Parce que je pense que plus le développement se produit d'une manière plus ouverte, où la recherche est plus ouverte, où les gens où l'élaboration des politiques qui l'entourent est plus démocratique, je pense que ce sera positif. Donc je pense que le maintien de cet équilibre finit par être vraiment important. Et l'une des raisons pour lesquelles je pense que les pays démocratiques, au fil du temps, ont tendance à mieux servir ce que les gens veulent, c'est parce qu'il n'y a pas de métrique pour optimiser une société. C'est vrai, quand on parle d'efficacité, les gens parlent en grande partie d'efficacité économique. Sommes-nous en train d'augmenter le PIB? Sommes-nous en train d'augmenter les emplois? Diminuons-nous la pauvreté? Ces choses sont toutes bonnes, mais je pense qu'une partie de ce que fait le processus démocratique est que les gens décident par eux-mêmes quelle dimension de la société compte le plus pour eux dans leur vie. Mais si vous pouvez détourner l'attention des gens et les manipuler, alors les gens qui décident par eux-mêmes n'aident tout simplement pas. Parce que je ne réalise pas que quelqu'un m'a manipulé pour penser que c'est ce que je veux. Et nous atteignons le point où, pour la première fois dans l'histoire, vous pouvez le faire à grande échelle. Encore une fois, je parle beaucoup de la question du libre arbitre à cet égard. Et les personnes les plus faciles à manipuler sont celles qui croient au libre arbitre. Et ils s'identifieront simplement à n'importe quelle pensée ou désir surgissant dans leur esprit parce qu'ils ne peuvent même pas imaginer que ce désir n'est pas le résultat de leur libre arbitre. Ce désir est le résultat d'une manipulation externe. Alors maintenant, cela peut sembler paranoïaque. Et pendant la majeure partie de l'histoire, c'était probablement paranoïaque parce que personne n'avait ce genre de capacité à le faire à grande échelle. Mais ici, comme dans la Silicon Valley, les outils pour le faire à grande échelle ont été développés au cours des dernières décennies. Et ils ont peut-être été développés avec les meilleures intentions. Certains d'entre eux ont peut-être été développés juste dans le but de vendre des choses aux gens ou de vendre des produits aux gens. Mais à présent, les mêmes outils qui peuvent être utilisés pour me vendre quelque chose dont je n'ai pas vraiment besoin, peuvent maintenant être utilisés pour me vendre un politicien dont je n'ai vraiment pas besoin, ou une idéologie dont je n'ai vraiment pas besoin. C'est le même outil. C'est la même chose de pirater l'animal humain et de manipuler ce qui se passe à l'intérieur. Ok, d'accord. Donc, il y a beaucoup de choses ici. Je pense que lors de la conception de ces systèmes, je pense qu'il y a la conception intrinsèque, dont vous voulez vous assurer qu'elle fonctionne, et puis il y a la prévention des abus. Et donc, il y a deux types de questions que les gens soulèvent. L'une d'entre elles est, nous avons vu ce que le gouvernement russe a essayé de faire lors des élections de 2016. Et c'est clairement de l'abus, et nous devons construire des systèmes vraiment avancés pour détecter ce type d'ingérence dans le processus démocratique. Et plus largement, pouvoir identifier ça, identifier quand les gens créent des réseaux de faux comptes qui ne se comportent pas comme le feraient des gens normaux, pour pouvoir éliminer et travailler avec les commissions d'application des lois et électorales et les gens du monde entier, dans la communauté du renseignement, pour être en mesure de coordonner et de gérer ça efficacement. Donc arrêter les abus est certainement important. Mais je dirais que la question plus profonde concerne la conception intrinsèque des systèmes. Donc pas seulement lutter contre les abus. Et là, je pense que, je pense que les incitations s'alignent mieux vers de bons résultats, plus que beaucoup de critiques pourraient le dire. Et voici pourquoi. Je pense qu'il y a une différence entre ce que les gens veulent de prime abord et ce qu'ils veulent ensuite au fil du temps, n'est-ce pas? Donc, maintenant,
Vous pourriez simplement consommer une vidéo parce que vous pensez que c'est idiot ou amusant. Vous vous réveillez et ou vous levez les yeux une heure plus tard et vous avez regardé un tas de vidéos. Et vous vous dites: «Qu'est-il arrivé à mon temps?» Alors peut-être que durant cette courte période et à court terme, vous consommez plus de contenu et peut-être avez-vous vu plus de publicité. Donc il semble que ce soit bon pour l'entreprise. Mais ça ne l'est pas vraiment avec le temps, parce que les gens prennent des décisions en fonction de ce qu'ils pensent avoir de la valeur. Et ce que nous constatons, au moins dans notre travail, c'est que ce que les gens veulent vraiment faire, c'est se connecter avec d'autres personnes. Il ne s'agit pas seulement de consommer passivement du contenu. Et donc, nous avons dû trouver et ajuster constamment nos systèmes au fil du temps pour nous assurer que nous les rééquilibrons, de sorte que vous interagissiez avec les gens. De cette façon, nous nous assurons que nous ne mesurons pas seulement les signaux dans le système, comme sur quoi vous cliquez, car cela peut vous amener dans un mauvais optimum local. Mais au lieu de ça, nous faisons venir de vraies personnes pour nous raconter leurs vraies expériences, avec des mots, pas seulement en cochant des cases, mais aussi nous dire quelles sont les expériences les plus significatives qu'ils ont eues aujourd'hui, quel contenu était le plus important, quelles interactions avez-vous eues avec un ami qui comptait le plus pour vous et était-ce lié à quelque chose que nous avons fait? Et si ce n'est pas le cas, alors nous essayons de faire le travail pour trouver comment nous pouvons le faciliter. Et ce que nous découvrons, c'est que, oui, à court terme, peut-être que montrer à certaines personnes des vidéos plus virales pourrait augmenter le temps, n'est-ce pas? Mais sur le long terme, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas vraiment aligné avec nos intérêts commerciaux ou l'intérêt social à long terme. Donc en termes de stratégie, ce serait une des choses stupides à faire. Et je pense que beaucoup de gens pensent que les entreprises sont orientées à très court terme et que les entreprises ne se soucient que des bénéfices du prochain trimestre. Mais je pense que dans la plupart des entreprises qui fonctionnent bien, ce n'est tout simplement pas le cas. Et je pense que l'année dernière, lors de nos appels sur les résultats, j'ai dit aux investisseurs que nous réduirions en fait le nombre de vidéos regardées ce trimestre de 50 millions d'heures par jour. Parce que nous voulions réduire le nombre de vidéos virales que les gens voyaient. Parce que nous pensions que cela déplaçait des interactions plus significatives que les gens avaient avec d'autres personnes. Ce qui, à court terme, pourrait avoir un impact sur l'entreprise pour ce trimestre. Mais sur le long terme, ce serait plus positif, à la fois pour ce que les gens pensent des produits et pour l'entreprise. Et l'un des modèles qui, je pense, a été en fait assez inspirant ou générateur d'optimisme dans la gestion d'une affaire, c'est que souvent vous prenez des décisions dont vous pensez qu'elles seront payantes à long terme. Vous vous dites, je fais la bonne chose à long terme, mais ça va faire mal pendant un moment. Et je trouve que, presque toujours, que le long terme vient plus tôt que vous ne le pensez. Et que lorsque vous prenez ces décisions, il s'agit peut-être de prendre un peu de mal à court terme afin d'arriver à ce qui sera un meilleur cas sur toute la ligne. Ce meilleur cas, peut-être pensez-vous que cela prendra 5 ans, mais en fait, cela finit par arriver dans 1 an. Je pense qu'à un certain niveau, les gens savent quand quelque chose est bon. Et, et je suppose que cela revient aux valeurs démocratiques parce que, à un certain niveau, je suis convaincu que les gens ont une idée de ce qui est important pour eux. Peut-être que si nous montrions plus de vidéos virales, peut-être que ce serait mieux que les alternatives qu'ils doivent faire en ce moment. Peut-être que c'est mieux que ce qui est à la télévision. Au moins, ce sont des vidéos personnalisées. Peut-être que c'est mieux que YouTube. Nous avons un meilleur contenu ou quelle qu'en soit la raison. Mais, mais je pense que vous pouvez toujours améliorer le service au fil du temps pour correspondre réellement à ce que les gens veulent. Et si vous faites ça, c'est mieux pour tout le monde. Donc je pense que la conception intrinsèque de ces systèmes est tout à fait alignée sur le fait de servir les gens d'une manière pro-sociale. Et c'est certainement ce qui m'importe dans la gestion de cette entreprise, c'est d'y parvenir. Oui, et je pense que c'est comme un ciment de base. C'est la question la plus importante qui, en fin de compte, ce que j'entends de vous et de beaucoup d'autres personnes lorsque j'ai ces discussions, c'est qu'en fin de compte, le client a toujours raison. Les lecteurs, c'est mieux. Les gens savent au fond ce qui est bon pour eux. Les gens font un choix. S'ils choisissent de le faire, alors c'est bien. Cela a été le fondement, du moins, des démocraties occidentales pendant des siècles, pendant des générations. Et c'est maintenant là que se situe le gros point d'interrogation. Est-ce toujours vrai, dans un monde où nous avons la technologie pour pirater les êtres humains et les manipuler comme jamais auparavant, que le client a toujours raison, que les lecteurs c'est mieux?
Ou avons-nous dépassé ce stade? Et c'est ultime, les simples réponses, c'est ce que les gens veulent et ils savent ce qui est bon pour eux. Peut-être que ce n'est plus le cas. Eh bien, ouais, je pense que ce n'est pas si évident pour moi que c'est échangé, mais c'est là une question très profonde sur la démocratie. C'est la plus profonde des... Je ne pense pas que ce soit une question nouvelle. Les gens ont toujours... Non, la question n'est pas nouvelle. La technologie est nouvelle. Je veux dire, si vous vivez dans l'Amérique du 19e siècle et que vous n'aviez pas ces outils extrêmement puissants pour déchiffrer et influencer les gens, alors c'était différent. Ok, laissez-moi formuler ça d'une autre façon. Malgré toutes les discussions autour de la démocratie est-elle blessée par un ensemble d'outils actuels et les médias et tout ça, en fait, je pense qu'il y a un argument selon lequel le monde est bien plus démocratique maintenant qu'il ne l'était dans le passé. Le pays a été établi comme... les États-Unis ont été établis comme une république, n'est-ce pas? Donc, de nombreuses règles fondamentales ont limité le pouvoir de beaucoup d'individus, de pouvoir voter et d'avoir une voix, et ont contrôlé la volonté populaire à de nombreuses étapes différentes. Tout, depuis la façon dont les lois sont écrites par le Congrès, n'est-ce pas? Et non par le peuple. Tout, vous voyez, tout jusqu'au collège électoral que beaucoup de gens pensent aujourd'hui comme antidémocratique, mais il a été mis en place à cause d'un ensemble de valeurs disant qu'une république démocratique serait meilleure. Je pense en fait que ce qui se passe aujourd'hui, c'est que de plus en plus de gens sont émancipés et que plus de gens ont une voix, plus de gens votent. Ça augmente, de plus en plus de gens ont une voix, plus de gens ont accès à l'information. Et je pense que ce que beaucoup de gens demandent, c'est est-ce que c'est bon? Ce n'est pas nécessairement la question de savoir, OK, le processus démocratique a été le même, mais maintenant la technologie est différente. Je pense que la technologie a fait en sorte que les individus soient plus autonomes. Et une partie de la question est-ce que c'est le monde que nous voulons? Et, et encore une fois, c'est un scénario. Toutes ces choses comportent des défis, n'est-ce pas? Et souvent, le progrès cause beaucoup de problèmes. Et c'est vraiment une chose difficile à comprendre, alors que, waouh, on essaye de faire des progrès et à aider toutes ces personnes à rejoindre l'économie mondiale, ou aider les gens à rejoindre les communautés, et à avoir la vie sociale qu'ils voudraient, et à être acceptés de différentes manières. Mais cela vient avec cette dislocation à court terme, et c'est une dislocation massive, et ça semble vraiment douloureux. Mais je pense en fait que vous pouvez faire valoir que nous sommes, et continuons d'être, au moment le plus démocratique. Et je pense que dans l'ensemble, dans l'histoire de notre pays, du moins lorsque nous avons obtenu plus de gens pour avoir le vote et nous avons obtenu plus de représentation, et nous avons fait en sorte que les gens aient accès à plus d'informations et que plus de gens puissent partager leurs expériences, je pense que cela a rendu le pays plus fort et cela a aidé à progresser. Et il ne s'agit pas de dire que ça ne comporte pas de problèmes, il y a d'énormes problèmes. Et c'est du moins ce que je vois, et pourquoi je suis optimiste quant à une bonne partie du travail. Je suis d'accord que plus de gens ont plus de voix que jamais auparavant, tant aux États-Unis que dans le monde. Je pense que vous avez tout à fait raison. Ma préoccupation est de savoir dans quelle mesure nous pouvons faire confiance à la voix des gens. Dans quelle mesure je peux faire confiance à ma voix. Comme nous avons cette image du monde, j'ai cette voix à l'intérieur de moi qui me dit ce qui est bien et ce qui est mal. Et plus je suis capable d'exprimer cette voix dans le monde extérieur et d'y influencer ce qui se passe, et plus de gens peuvent exprimer leur voix. Mieux c'est plus démocratique. Mais que se passe-t-il si en même temps que plus de personnes peuvent exprimer leur voix, il est également plus facile de manipuler votre voix intérieure? Dans quelle mesure vous pouvez vraiment être sûr que la pensée qui vient de surgir dans votre esprit est le résultat d'un libre arbitre, et non le résultat d'un algorithme extrêmement puissant, qui comprend ce qui se passe à l'intérieur de vous et sait comment appuyer sur les boutons et activer les leviers, et qui serait au service d'une sorte d'entité externe et qui aurait planté cette pensée ou ce désir que vous exprimez maintenant.
Donc, ce sont deux problèmes différents. Donner la parole aux gens et leur faire confiance. Encore une fois, je ne dis pas que je sais tout, hein, mais tous ces gens qui se joignent maintenant à la conversation, nous ne pouvons pas faire confiance à leur voix. Je pose cette question sur moi-même. Dans quelle mesure je peux faire confiance à ma propre voix intérieure? Et vous savez, je passe 2 heures à méditer chaque jour. Et je fais ces longues retraites de méditation. Et ma principale conclusion, c'est que c'est la folie à l'intérieur. Et c'est tellement compliqué. Et la croyance simple et naïve que la pensée qui surgit dans mon esprit, c'est mon libre arbitre, cela n'a jamais été le cas. Mais si, disons, il y a 1000 ans, les batailles à l'intérieur étaient principalement entre, vous savez, les neurones et les produits biochimiques, et les souvenirs d'enfance et tout ça, de plus en plus, vous avez des acteurs externes sous votre peau, et dans votre cerveau et dans votre esprit. Et comment puis-je croire que mon amygdale n'est pas un agent russe maintenant? Comment puis-je savoir? Plus nous comprenons le monde extrêmement complexe à l'intérieur de nous, moins il est facile de simplement faire confiance à ce que cette voix intérieure dit. Oui, je comprends votre argument. En tant que l'une des personnes qui dirige une entreprise qui développe des systèmes de classement pour essayer d'aider à montrer aux gens du contenu qui va les intéresser, euh, il y a une dissonance entre la façon dont vous expliquez ce que vous pensez être possible et ce que je vois comme un praticien qui construit ça, je pense. Vous pouvez construire des systèmes qui peuvent devenir bons dans un domaine très spécifique. Aider à comprendre lesquels de vos amis vous intéressent le plus afin que vous puissiez classer leur contenu plus haut sur le fil d'actualité. Mais l'idée qu'il existe une sorte d'IA généralisée, qu'il s'agirait d'une chose monolithique qui comprend toutes les dimensions de qui vous êtes, d'une manière plus profonde que vous, je pense qu'elle n'existe pas, et est probablement assez loin d'exister. Donc, il y a certainement des abus dans le système qui, je pense, ont besoin d'être... je pense que c'est une question de politique et de valeurs. Vous savez, sur Facebook, vous êtes censé être votre véritable identité, donc si vous avez, pour utiliser votre exemple, des agents russes, ou des gens du gouvernement, ou de l'IRA, qui se font passer pour quelqu'un d'autre et disent des trucs et que vous voyez ce contenu. Mais vous pensez que cela vient de quelqu'un d'autre. Alors, ce n'est pas un problème d'algorithme. Je veux dire, c'est quelqu'un qui abuse du système et qui profite du fait que vous fassiez confiance à cette plateforme. Quelqu'un qui va généralement être ce qu'il prétend être, de sorte que vous puissiez être sûr que l'information vient de quelque part, et se glisse par la porte arrière de cette façon. Et c'est certainement quelque chose que nous devons combattre. Mais, je ne sais pas, de manière générale, je pense qu'il y a cette question de savoir dans quelle mesure les systèmes, cela ramène en quelque sorte la boucle à l'endroit où nous avons commencé. Est-ce la fragmentation ou est-ce la personnalisation? Est-ce que le contenu que vous voyez, euh, s'il résonne, est-ce parce qu'il correspond en fait davantage à vos intérêts? Ou est-ce que c'est parce que vous êtes initié et convaincu de quelque chose auquel vous ne croyez pas et qui est en dissonance avec vos intérêts et vos croyances? Absolument toutes les recherches psychologiques que j'ai vues, mais aussi de l'expérience que nous avons eue, c'est que lorsque les gens voient des choses qui ne correspondent pas à ce qu'ils croient, ils l'ignorent tout simplement. Ok, donc, assurément, il peut y avoir une évolution qui se produit. Lorsqu'un système affiche des informations qui vont vous intéresser, et, et si ça n'est pas bien géré, alors il y a un risque de vous pousser à adopter une position plus extrême, ou faire évoluer votre façon de penser au fil du temps. Mais je pense que la plupart du contenu résonne avec les gens, parce qu'il résonne avec leurs expériences vécues. Et dans la mesure où les gens en abusent, et essaient soit de représenter quelqu'un qu'ils ne sont pas, ou soit d'essayer de profiter d'un bug dans la psychologie humaine, où nous pourrions être plus enclins à une idée extrémiste.
C'est notre travail, soit de contrôler la plateforme en travaillant avec les gouvernements et différentes agences, et de nous assurer que nous concevons nos systèmes et nos systèmes de recommandation pour ne pas promouvoir des choses que les gens pourraient engager à court terme, mais à long terme, nous regretterons et nous en voudrons d'avoir fait ça. Et je pense qu'il est dans notre intérêt de bien faire les choses. Et, et pendant un certain moment, je pense que nous n'avions pas compris la profondeur de certains des problèmes et des défis auxquels nous étions confrontés ici. Et il y a certainement beaucoup plus à faire. Et quand vous êtes face à des États-nations, ils sont très sophistiqués et ils vont continuer à faire évoluer leurs tactiques. Mais ce qui, à mon avis, est vraiment important, c'est que la conception fondamentale d'un système, je pense, dans nos motivations, est alignée sur le fait d'aider les gens à se connecter aux personnes qu'ils veulent, à avoir des interactions significatives, pas seulement d'amener les gens à regarder tout un tas de contenus desquels ils s'en voudront plus tard, et certainement pas de faire en sorte que les gens aient des points de vue extrêmes ou négatifs que ce qu'ils croient réellement. Eh bien, je peux peut-être essayer de résumer mon point de vue là-dessus. Nous avons deux dangers distincts provenant des mêmes outils technologiques. Nous avons le danger le plus facile à saisir, qui est celui des régimes totalitaires extrêmes, d'un genre que nous n'avons jamais vu auparavant. Et cela pourrait se produire dans différents, peut-être pas aux États-Unis, mais dans d'autres pays. Mais ces outils, vous dites, je veux dire, dont vous dites que ce seraient des abus, mais dans certains pays, cela pourrait devenir la norme. Que vous vivez depuis le moment où vous êtes né dans ce système qui vous surveille, et vous surveille constamment, et vous manipule constamment dès votre plus jeune âge pour adopter des idées, des opinions, des habitudes particulières, etc., d'une manière qui n'était jamais possible auparavant. Et c'est comme la dystopie totalitaire à part entière, qui pourrait être si efficace que les gens ne s'en voudraient même pas, parce qu'ils seraient complètement alignés sur, sur les valeurs ou sur les idéaux du... Ce n'est pas 1984 où vous devez torturer les gens tout le temps. Non, si vous avez des agents dans leur cerveau, vous n'avez pas besoin de la police secrète externe. C'est donc un danger. C'est comme le totalitarisme à part entière. Ensuite, dans des endroits comme les États-Unis, le danger ou le problème le plus immédiat auquel il faut penser est ce que les gens appellent de plus en plus le capitalisme de surveillance. Que vous ayez ce système qui interagit constamment avec vous et apprenne à vous connaître, et tout cela est censé être dans votre meilleur intérêt, pour vous donner de meilleures recommandations et de meilleurs conseils. Cela commence donc par des recommandations sur le film à regarder et où partir en vacances, mais à mesure que ce système s'améliore, il donne une recommandation sur ce qu'il faut étudier à l'université, ou travailler, et finalement, avec qui se marier, pour qui voter, quelle religion rejoindre, comme rejoindre une communauté. Vous avez toutes ces communautés religieuses. C'est la meilleure religion pour vous, pour votre type de personnalité. Le judaïsme, non, ça ne marchera pas pour vous. Allez avec le bouddhisme zen, c'est un bien meilleur ajustement pour votre personnalité. Vous nous remercierez. Dans 5 ans, vous regarderez en arrière et vous direz « C'était une recommandation incroyable, merci, j'apprécie tellement le bouddhisme zen. » Et encore une fois, les gens auront le sentiment que cela correspond à leurs propres intérêts et que le système s'améliore avec le temps. Oui, il y aura des défaillances, tout le monde ne sera pas heureux tout le temps, mais qu'est-ce que cela signifie lorsque toutes les décisions les plus importantes de ma vie sont prises par un algorithme externe? Qu'est-ce que ça signifie en termes de facteurs humains? Vous voyez, en termes de sens de la vie. Pendant des milliers d'années, les humains ont eu tendance à considérer la vie comme un drame de prise de décision. La vie est vôtre, c'est un voyage. Vous atteignez une intersection après intersection et vous devez choisir. Certaines décisions sont petites, comme quoi manger pour le petit déjeuner, et certaines décisions sont vraiment importantes, comme qui épouser. Et presque tout l'art et toute la religion tournent autour de ça. Presque tout le monde, qu'il s'agisse d'une tragédie de Shakespeare ou d'une comédie hollywoodienne, il s'agit du héros ou de l'héroïne qui doit prendre une grande décision. Être ou ne pas être, épouser X ou épouser Y. Et qu'est-ce que ça signifie de vivre dans un monde où de plus en plus, nous comptons sur les recommandations des algorithmes pour prendre ces décisions jusqu'à ce que nous atteignions un point où nous les suivons simplement tout le temps, ou la plupart du temps. Et ils font de bonnes recommandations.
Je ne dis pas qu'il s'agit d'abus ou de quelque chose de... Non, ce sont de bonnes recommandations. C'est que nous n'avons pas de modèle pour comprendre quel est le sens de la vie humaine dans une telle situation. Eh bien, je pense que la plus grande objection que j'aurais aux deux idées que vous venez de soulever est que nous avons accès à de nombreuses sources d'informations différentes, à beaucoup de gens avec qui parler de choses différentes. Et ce n'est pas comme s'il y avait qu'un ensemble de recommandations, ou une seule recommandation qui domine ce que nous faisons et qui devient écrasante, que ce soit le modèle totalitaire ou capitaliste dont vous parliez. Au contraire, je pense que les gens n'aiment vraiment pas et sont très méfiants quand ils ont l'impression qu'on leur dit quoi faire, ou qu'ils n'ont qu'une seule option. L'une des grandes questions que nous avons étudiées est comment pouvons-nous réagir en cas de canular ou de désinformation claire. Et la chose la plus évidente que vous sembleriez faire intuitivement, c'est de dire aux gens, « Hey, il semblerait que ce soit faux. Et voici l'autre point de vue qui est vrai, ou du moins, si c'est une chose polarisée, même si ce n'est pas clair sur ce qui est vrai ou faux, voici l'autre point de vue sur une question donnée. » Et ça ne fonctionne pas vraiment. Ce qui finit par arriver, c'est que si vous dites aux gens que quelque chose est faux, mais qu'ils y croient, alors ils finissent juste par ne plus vous faire confiance. Et donc ça ne fonctionne pas. Si vous présentez deux choses comme des contraires, si vous dites, d'accord, vous êtes une personne qui ne croit pas et vous voyez du contenu, par exemple, de ne pas croire au changement climatique, alors je vais vous montrer l'autre point de vue. Voici quelque chose qui soutient que le changement climatique est réel. En fait, cela ne fait que vous enraciner davantage parce que quelqu'un essaie de vous contrôler. Et donc, ce qui finit par fonctionner sociologiquement et psychologiquement, ce qui finit par être efficace, c'est de donner aux gens une gamme de choix. Donc, si vous montrez non pas « voici l'autre opinion » avec un jugement sur le contenu avec lequel une personne est engagée, mais à la place, vous montrez une série d'articles connexes, de contenus connexes, alors les gens peuvent travailler par eux-mêmes. Hey, voici l'éventail des opinions différentes, ou des choses qui existent sur ce sujet. Peut-être que je penche dans un sens ou dans l'autre, mais je veux trouver par moi-même où je veux être. La plupart des gens ne choisissent pas le truc le plus extrême. Et les gens finissent par se sentir informés et peuvent prendre une bonne décision. Donc, en fin de compte, je pense que c'est l'architecture et la responsabilité que nous avons est de nous assurer que le travail que nous faisons donne aux gens plus de choix, que ce n'est pas une unique opinion donnée qui pourrait dominer la pensée de n'importe qui, mais que vous pouvez vous connecter à des centaines d'amis différents, et même si la plupart de vos amis partagent votre religion ou votre idéologie politique, vous aurez probablement 5 à 10% d'amis qui viennent d'un milieu différent, qui ont des idées différentes, et au moins ça rentre. Donc vous obtenez un plus large éventail de points de vue. Donc, je pense que ce sont des questions vraiment importantes, et ce n'est pas comme s'il y avait une réponse qui les résolve complètement d'une manière ou d'une autre. C'est sûr que non. Mais ce sont là de bonnes questions dont il faut parler. Cela fait 90 minutes que nous parlons, alors nous devrions probablement conclure. Je pense que nous avons beaucoup de sujets à couvrir dans un prochain entretien que nous espérons pouvoir faire à un moment donné dans le futur. Et merci beaucoup d'être venu et de nous avoir rejoints pour faire ça. Cela a été une série très intéressante de sujets importants à discuter. Merci de m'avoir accueilli et d'avoir été ouvert sur ces questions très difficiles, dont je sais que vous, étant à la tête d'une entreprise mondiale, je veux dire, je peux simplement m'asseoir ici et parler de ce que je veux, mais vous avez de nombreuses responsabilités sur vos épaules. Donc, j'apprécie que vous veniez au front et que vous traitiez ces questions. Merci. Merci.